Alors, nous pouvons entrer dans la discussion avec nos militants intellectuels. Nous avons avec nous très connus dans leur mouvement, très connus à travers le monde et très engagés. Pour entrer dans cette discussion, essayer de comprendre comment est-ce que l'on peut utiliser les apprentissages durs de cette pandémie de façon à pouvoir ressortir de la crise avec un monde meilleur et plus juste. Ce n'est pas facile, évidemment. Il y a des intérêts très forts dans le monde qui se battent pour rétablir la norme euh, pré-pandémie ou encore une norme encore pire. Évidemment, si l'on veut jouer ce jeu, on doit être le plus fort possible en tant que mouvement. Donc, les questions que nous avons préparées pour cette première conversation sont en lien avec l'enjeu qui est devant nous dans cette période très inhabituelle. Alors, je vous présente les questions. Ensuite, je laisserai chaque panéliste se présenter et commencer un dialogue entre eux. Premièrement, comment est-ce que l'on peut renforcer la solidarité et les alternatives et les résistances face aux multiples crises qui sont présentes et amplifiées par le COVID-19. Ensuite, comment est-ce que les groupes de base, les luttes de la base si variées et diverses peuvent être ramenées ensemble? L'un des éléments de cette période est une grande fragmentation entre des mouvements des très grands mouvements, des expériences très positives, d'alternatives. Mais la clé de cette période avant la crise, du moins, semblait être une grande fragmentation. Ensuite, quel programme de reconstruction et d'alternatives plus à long terme est-ce que nos mouvements proposent? Puis, quels sont les éléments en commun des initiatives de solidarité de la base? Quels sont les obstacles et les risques pour les mouvements sociaux allant de l'avant? Alors, c'est la situation de façon générale, mais surtout de parler de stratégie. Qu'est-ce que l'on doit faire pour pouvoir faire face aux défis que l'on a devant nous? Notre première panéliste sera Geneviève Azam. Alors, Geneviève, nous te donnons la parole. Je vais parler en français. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très émue de pouvoir parler à des personnes dans le monde entier, alors que partout, on nous oblige à un monde sans contact, de distanciation sociale. Donc, merci de recréer tous ces liens que nous avons déjà créés historiquement. Alors d'abord, je voudrais repartir du titre de cette conversation amicale, le monde d'après la pandémie. Je crois que nous devons accepter que le monde d'après la pandémie, c'est le monde de la pandémie. Celle-ci qui va durer avec tous ses effets, ou bien d'une autre, celle du chaos climatique, celle des inégalités absolument monstrueuses. C'est notre monde concret. Ce n'est pas le monde dont nous pouvons rêver, mais c'est de là que nous devons partir. À l'échelle de la Terre, nous vivons un choc extrêmement brutal.
Ce choc, il est venu du cœur du monde globalisé. Le cœur du monde globalisé, aujourd'hui, il est à l'arrêt. Et cela s'est étendu à l'ensemble de la Terre sous des formes extrêmement différentes. Mais je voudrais dire, dans cette période, c'est que ce n'est pas le virus qui nous a attaqués. Nous ne sommes pas en guerre contre un virus. C'est nous qui sommes devenus vulnérables. C'est nous qui avons détruit la toile de vie entre les humains, avec les inégalités dont je parlais, mais aussi avec tout le monde vivant qui a été détruit et qui nous a rendus extrêmement vulnérables, et ceci pour longtemps. Et ceci pour longtemps. Et ce qui est intéressant dans le choc, c'est qu'il touche les centres du pouvoir économique et financier. Et là, moi, je suis européenne. Oui, j'ai oublié de me présenter. Je suis Geneviève Azam, je suis économiste et j'appartiens à une association qui s'appelle ATTAC, qui est française, mais qui est aussi internationale notamment. Et j'ai participé au processus du Forum social mondial. Donc, ce virus, ce choc, il atteint les centres du pouvoir et en particulier, j'espère en tout cas, nous ferons tout pour. C'est tout l'occidentalocentrisme, toute la pseudo-puissance occidentale, la pseudo-puissance européenne qui aujourd'hui est questionnée. Je m'amuse beaucoup en France. Nous attendons depuis 2 mois la vague du virus en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Et cette vague du virus, elle n'arrive pas comme elle est arrivée à Bergame, comme elle est arrivée à Paris, comme elle est arrivée à Wuhan en Chine. Elle n'arrive pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de morts en Afrique. Il y aura, comme en Inde, comme dans d'autres pays. Mais ça ne viendra pas seulement du virus lui-même, mais précisément d'états de vulnérabilité dans lesquels ces sociétés se trouvent. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que avant de penser le monde d'après la pandémie, c'est penser le monde de la pandémie, parce qu'il va durer. Nous ne pouvons pas banaliser cette situation. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un accident de parcours qu'on pourrait corriger avec quelques solutions par-ci, par-là. Et avec une sortie de crise, le monde d'après, le monde de demain, avec une sortie de crise. Et je crois qu'en raisonnant comme ça, nous prenons conscience que nous avons aujourd'hui, peut-être pour pas longtemps, une opportunité historique. L'aviation est au sol, l'industrie automobile est arrêtée. Beaucoup d'industries meurtrières sont arrêtées dans nos sociétés industrielles. Et donc, nous avons peut-être une opportunité historique de travailler sur la racine de cette vulnérabilité. Une opportunité historique et un devoir moral, parce que ce serait un crime de ne pas saisir cette opportunité, étant donné ce que nous savons, un devoir moral, un devoir politique et peut-être un devoir spirituel. Nous devons traverser ce qui nous arrive, partir de là, de cette expérience vécue partout, en même temps, à l'échelle de la Terre. Alors, 2 mots sur ce qui s'est arrêté. Alors là, je parle à partir de la France, à partir de l'Europe. Ce qui s'est arrêté, c'est le cœur du capitalisme globalisé. C'est le cœur de la société, de la civilisation thermo-industrielle. C'est l'aviation, c'est l'automobile, c'est l'industrie pétrolière et tous les dérivés, c'est-à-dire l'agriculture productiviste, le tourisme, une grande partie de l'industrie chimique, etc. C'est-à-dire tout ce qui nous rend vulnérables, ce que j'appelle la machine à achever le vivant, tout ce qui fait la guerre au vivant, aujourd'hui est à l'arrêt, est arrêté. Alors bien sûr, certains rêvent de reprendre très vite, mais pour l'instant, c'est arrêté et la reprise n'est pas pour tout de suite. Et donc, nous faisons l'expérience collective de ce qui est essentiel, de ce qui est important. Et nous voyons aujourd'hui que le monde, la Terre que nous avions cru
complètement disponible pour nous, c'est ce que dit le sociologue allemand Rosa, eh bien, elle est devenue indisponible. Nous sommes confinés dans nos appartements et nous sommes confrontés à l'essentiel, à ce qu'une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Simone Weil, appelle l'expérience de la nécessité et la dignité de la nécessité, la dignité de ce qui est essentiel, la dignité du présent, la dignité des biens essentiels. Et donc, nous vivons l'effondrement de la grande promesse néolibérale, du libre-échange, de la prospérité, de la santé, voire de la suppression de la mort dans les rêves les plus cinglés des transhumanistes. Et donc, aujourd'hui, nous voyons ce qui est arrêté, parce que c'est ce qui nous rend vulnérables, et ce qui tient, et ce qui a tenu dans nos sociétés, ce qui tient, et je crois que c'est partout dans le monde, ce qui tient et qui devient visible. Ce sont toutes les activités des soins, qu'on dit souvent du care, autour de la santé. Et on voit dans nos sociétés cartésiennes du Nord ressurgir une vision beaucoup plus holistique de la santé. La santé, ce ne sont pas simplement des hôpitaux, des lits d'hôpitaux. Bien sûr, c'est ça aussi. C'est la high-tech, mais c'est aussi la low-tech, la santé. C'est la santé au jour le jour, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture, c'est l'air que nous respirons, c'est la qualité des liens sociaux que nous pouvons tisser. Ce sont c'est l'égalité sociale, c'est ça qui devient visible aujourd'hui. Et ce qui devient visible, c'est comment toutes ces alternatives que nous avions construites, certains d'ailleurs regardaient ça de façon un peu méprisante, ce qu'on appelait l'altermondialisme aussi, ces alternatives concrètes, les circuits courts de production, l'économie solidaire, etc., l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire, toutes ces expériences résilientes, eh bien aujourd'hui, elles sont devenues centrales dans nos sociétés pour pouvoir se nourrir correctement, pour avoir accès à des biens qui sont produits de manière correcte, pour avoir le contact avec les producteurs, justement, une société du contact, et y compris du contact physique et du contact social. Et toutes les activités autour du nettoyage, de la réparation, du recyclage, dans lesquelles, bien sûr, on trouve beaucoup de femmes qui sont devenues visibles, qui sont la colonne vertébrale véritablement de ce qui a pu permettre à ces sociétés, face à ce choc d'une brutalité sans précédent, eh bien des sociétés qui malgré tout ont tenu, nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres, ces sociétés ont tenu parce qu'il y a eu toutes ces activités qui ont été là présentes et qui ont rendu visible tout ce travail-là. Alors, je termine là-dessus, et c'est vrai, je crois, à l'échelle de la Terre, je crois que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous pouvons percevoir, que nous devons développer, que nous devons exprimer, faire circuler et partager à un niveau global, c'est toutes ces expériences justement autour de l'entraide. Mais il ne s'agit pas simplement d'une aide caritative, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le care en direction uniquement des autres, parce que le fait d'entretenir, le fait de soigner, nous soigne nous aussi. Et donc, nous pouvons assister à un véritable renversement de civilisation, renversement de notre monde, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la production, la figure du producteur, de l'extracteur, de l'extraction, de l'accumulation de richesses, de la croissance, eh bien, aujourd'hui, c'est à l'arrêt, parce que c'est ça qui nous rend vulnérables, c'est une grande partie de ça qui nous rend vulnérables, alors que tout ce qu'on a dit être les activités de reproduction confiées aux femmes, qu'on a considérées comme secondaires, eh bien, au contraire, ce sont ces activités-là qui retissent la toile de vie qui a été percée, qui a été détruite. Et donc aujourd'hui, ces mondes que nous voulons, ce sont des mondes renversés. Et là, je pense à tous les, Marie-Stella en parlera sans doute, à tous les travaux, les engagements des écoféministes. Nous devons subordonner toutes ces activités de production, de croissance, d'extraction à justement ces activités du soin, du care,
de l'entretien. Et en France, ce qui a été extrêmement impressionnant, c'est comment, dès les premiers jours de confinement, sont nés partout, et maintenant c'est en train de se fédérer pour être pérenne, des structures qu'on a appelées Covid Entraide, c'est-à-dire partout sur le territoire, il y a des structures d'entraide entre voisins, dans des rues, dans des villages, par rapport aux personnes sans abri, par rapport aux migrants, par rapport aux personnes qui n'ont pas suffisamment pour se nourrir, par rapport aux femmes battues, aux enfants battus, à toutes ces violences qui sont les violences de ce choc. Ces structures-là ont fait un oui, lien avec des paysans, assurer les réseaux d'approvisionnement alimentaire, etc. Toutes ces structures doivent devenir pérennes. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec de l'État néolibéral à fournir cette sécurité dont nous avons absolument besoin. Ils nous ont fourni un ordre sécuritaire, mais pas la sécurité de vie. Et ce sont ces multiples initiatives qui ont été, avec beaucoup de femmes, qui ont été vraiment la colonne vertébrale de notre société. Merci beaucoup, puis nous reprendrons la discussion. Thank you very much, Geneviève. Merci beaucoup, Geneviève. C'est un très bon début, un très bon point de départ pour la conversation. Maintenant, nous inviterons Ashish Kotari de l'Inde, avec une perspective intéressante, évidemment très dramatique en Inde. Ashish, souvenez-vous de vous présenter au début parce que c'était de l'accord et Geneviève a oublié de le faire. Merci Raphaëla et merci l'organisation de ce dialogue mondial pour cette occasion. En tant qu'Indien, j'ai l'héritage du colonialisme anglais qui me fait parler anglais très rapidement. Alors, avisez-moi si je parle trop rapidement. Je suis Ashish Kotari, je travaille avec une organisation indienne qui s'appelle Coltrovish. Je suis chercheur, militant depuis 40 ans sur différents thèmes de droit, d'environnement, de développement. Et dans les dernières années, nous coordonnons un travail qui s'appelle Confluence alternatives, qui essaie d'amener plusieurs alternatives radicales en Inde ensemble, ainsi que les différentes alternatives internationales, qui est une version plus internationale de la même chose. Je crois que beaucoup de ce que je vais présenter va complémenter et peut-être sembler semblable à ce que Geneviève a présenté, mais venant du Sud, venant de l'Inde. Premièrement, reconnaître que ceci est vraiment une crise humanitaire gigantesque, non seulement à cause des implications au niveau de la santé, les personnes infectées, les morts, etc., mais encore plus à cause des actions de la part des États qui ont été mises en place, comme par exemple en Inde, durant le dernier mois, nous avons été en fermeture totale, ce qui a signifié des euh, problèmes économiques, en particulier pour les 500-600 millions de personnes en Inde qui sont des travailleurs migrants ou petits fermiers, agriculteurs, ou qui sont dans l'économie informelle, qui ne peuvent pas aller travailler ou dont leur travail est fermé ou qui n'ont pas accès à à ce qu'ils produisent, au terrain de ce qu'ils produisent. Alors, ça a eu un impact vraiment incroyable sur ces personnes. Mais ceci nous montre également la vulnérabilité d'un si grand nombre de personnes dans un monde qui est dominé par le capitalisme et l'État néolibéral, où nous n'avons pas créé un système économique où les personnes peuvent être beaucoup plus autonomes et avoir des vies dignes dans leur propre communauté. Et je reviendrai là-dessus en tant qu'opportunité, en tant qu'occasion que l'on voit maintenant. C'est ce que Geneviève mentionnait également. Mais cette crise donne également une excuse au gouvernement pour augmenter la surveillance de l'État, devenir plus autoritaire au nom de la sécurité, etc. Je crois que ceci est un problème existant massif, un problème qui surviendra encore davantage dans le futur. Et
Maintenant, ce que je dirais sera dans le contexte de reconnaître cet enjeu gigantesque et également l'enjeu du racisme que l'on voit en ce moment, des actions contre les personnes qui ont l'air chinois ou qui sont de la Chine et toutes sortes d'autres formes de discrimination. Mais je crois, comme Geneviève, que c'est vraiment également une occasion incroyable. Je retourne à l'origine du mot crise, qui est crisis en grec et qui est occasion ou opportunité et on doit pouvoir saisir cette occasion, autant en répondant à la pandémie comme elle est maintenant. Je suis d'accord avec Geneviève, nous sommes dans ce monde en ce moment et nous serons dans cette situation, dans cet environnement pour un certain temps encore et on doit répondre à cela, mais également une fois que le virus n'est plus là ou que la pandémie est terminée, qu'est-ce que l'on fait après cela? Je crois que nous avons une immense possibilité ici pour différentes raisons. Premièrement, pour beaucoup de personnes, des centaines ou des dizaines de millions de personnes, la confiance dans le système actuel a été chamboulée, jusqu'à un certain point du moins. Dans le système international économique, du moins, a été chamboulé. En particulier, les personnes qui sont très dépendantes pour leur survie sur ces systèmes économiques internationaux. Ensuite, à cause du fait qu'il y a une bien plus grande visibilité en ce moment dans les médias pour nous tous, du fait que sous-jacent à ce système international économique, il y a encore toutes les économies alternatives, les relations alternatives de soins et de survie. Et c'est cela qui nous permet à beaucoup d'entre nous de continuer à pouvoir vivre dans cette crise. Les actes de solidarité de tous les jours, la compassion que l'on voit tous les jours, ce qui arrive en termes de l'aide envers les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir, faire leurs achats, et cetera. Et tous les échanges locaux qui ont recommencé, disons, entre les producteurs de la nourriture et les consommateurs. Il y a tellement d'exemples que l'on peut donner. Je crois que l'on devient de plus en plus conscient du fait que ces choses existent et qu'elles ont leur propre vie. Je crois qu'un aspect important de ce que l'on doit faire maintenant et dans un certain futur est de faire le lien entre la pandémie et les autres crises internationales de façon beaucoup plus claire. La crise environnementale, de la perte de la biodiversité, changement climatique, etc. Comme par exemple le fait que beaucoup plus de personnes meurent là où les conditions de pollution sont déjà très présentes, même dans le monde entre guillemets «développé», comme Raphaël a votre situation en Italie ou ce qui arrive aux États-Unis. Le lien également entre la perte de ces écosystèmes naturels et le fait que ces virus, passent à des autres humains et la crise internationale d'inégalité qui a rendu des centaines de millions de personnes vulnérables dans une situation comme celle-ci. Également d'augmenter la compréhension chez nos enfants, nos jeunes, les personnes à travers le monde. Cette conscientisation nous aidera à créer, pouvoir prendre ces possibilités pour changer le monde de façon, importante. Nous devons ensuite essayer de voir quelles sont les les alternatives existantes, concrètes, qui peuvent nous aider à recréer des systèmes, amener une souveraineté alimentaire, des échanges locaux de façon très rapide. Nous le faisons déjà durant cette pandémie. Alors, quelles sont ces alternatives qui sont disponibles, qui peuvent être immédiatement appliquées par la société civile, par les communautés, même par les gouvernements? Puis, en commençant maintenant et à long terme, quels sont les changements systémiques nécessaires, tels qu'indiqués par Geneviève? De d'amener à une localisation plutôt qu'une mondialisation, mais que ce soit fait de façon juste, de pas simplement dire: «Nous allons fermer nos frontières aux réfugiés». Non, pas ce type de localisation, mais simplement une localisation juste. D'amener vers une solidarité plutôt que la concurrence et l'individualisme, de
réclamer une autogestion plutôt qu'une dominance corporative et également de lutter pour que les travailleurs contrôlent bien davantage les moyens de production plutôt que le capitalisme les mettront, qui font des mises à pied. Des systèmes de santé publics plutôt que privés, et cetera et plus tard dans la discussion, on peut donner beaucoup plus d'exemples d'endroits où on voit déjà ces changements sociaux. Mais également d'essayer de ramener, de rendre visibles les visions alternatives qui existent. Le développement mondialisé, néolibéral est une vision du monde, mais il y a beaucoup d'autres visions du monde, comme par exemple des communautés autochtones dans le monde et dans le contexte d'Asie, le Swarad ou encore d'autres, ou d'Australie, la notion de pays et d'autres qui sortent également euh, euh, du monde développé, si on veut, comme l'écoféminisme, l'écosocialisme, et cetera, et d'autres visions qui doivent être vraiment mises de l'avant en ce moment pour montrer qu'il y a des alternatives à ce système dominant. Ce n'est pas la seule façon de faire les choses. Et de peut-être ramener ensemble tous les différents mouvements fragmentés dans le monde. Et ce n'est pas que l'on peut reproduire ce que tous font. Ce n'est pas que vous devez être comme moi, disons, dans les alternatives, mais que nous avons une base de principes éthiques. Certains, comme nous avons mentionné, comme la solidarité, la coopération, l'autonomie plutôt que la dépendance, etc. Je crois que si on peut établir peut-être plus tard dans la conversation, on peut revenir à ces valeurs importantes basées sur l'expérience indienne. Si on peut arriver à un accord là-dessus, ils se manifesteront de façon différente, mais basées sur les mêmes valeurs. Ça nous permettra de créer beaucoup plus de solidarité entre les mouvements de résistance du système en ce moment et d'alternatives constructives. Alors pour ce moment, je vais m'arrêter là et on reviendra peut-être avec des réponses aux questions et plus de commentaires durant la discussion. Merci beaucoup. At least at me, you are giving me hope. Vous me donnez de l'espoir, ce qui est The quelque strong chose, strong to become. nécessaire pour essayer d'être plus fort. Alors Maristella From Svampa Argentina d'Argentine and ecofeminism est as une a point of reference écoféministe for et many of us. qui est un point de référence pour beaucoup d'entre nous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Okay. Non. No. Let's go. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. Et je m'appelle Maristela Svampa et je suis en Argentine, au sud. Et je vais parler dans une langue qui n'est pas la mienne. Je vais parler en français. Et tout d'abord, en remerciant cette invitation et cette possibilité de dialoguer avec Geneviève, Achis, Raphaël, Moema. C'est une opportunité exceptionnelle. Et donc, d'abord, je voudrais souligner que je suis d'accord dans beaucoup de choses que Geneviève et Achis ont dit. Je crois qu'effectivement, nous sommes face à un carrefour civilisateur et qu'il y a des nouveaux dilemmes politiques, économiques, éthiques qui nous exigent de repenser la crise dans d'autres termes, des termes évidemment multiscalaires, global, régional, national, local, mais aussi géopolitique, nord-sud. On peut formuler quand même ces dilemmes de la manière suivante. Je crois que, ou bien on va à une globalisation, peut-être pas néolibérale, mais plus autoritaire quand même, en avançant avec les paradigmes de la sécurité et les contrôles, qui peut nous conduire à un capitalisme du désastre, comme dit Naomi Klein, ou un capitalisme du chaos, comme dit Pablo Solon, et qui va consolider encore de plus les inégalités qui ont sorti à la lumière maintenant. Et évidemment, ils vont consolider aussi la crise et les collapses écosystémiques.
ou bien sans être naïf, parce que nous sommes conscients de la gravité de la situation et de l'extension de la crise globale, on peut quand même penser à notre horizon civilisatoire, à notre globalisation démocratique qui essaye quand même de faire cette connexion, cette articulation entre les mouvements d'en bas, mouvements sociaux et ces traditions de lutte, ces imaginaires, ces narratives, et ce monde en haut qui est personnifié maintenant par l'État. Parce que quand même, la première chose que je voulais dire, c'est que maintenant, on a l'impression que c'est l'ère, c'est le moment de l'État, pas l'ère des mouvements sociaux ou des luttes sociales. Non, c'est l'État qui est au centre et qui est au centre avec toutes ces ambivalences. D'abord parce que c'est un léviathan sanitaire, c'est l'état d'exception avec les contrôles, les forces de sécurité, mais aussi la concentration du pouvoir dans la personne du président, mais aussi c'est une sorte d'état social qui est en train d'intervenir pour, pas seulement pour fortifier le système sanitaire, mais aussi pour contenir les impacts de la récession économique. Hein? Et je pense que ça, c'est pas seulement important en Chine, où il y a des millions et des millions de gens, de travail immigrés, comme on dit, des chômeurs, et aussi en Inde. Qu'est-ce que je peux vous dire? En Amérique latine, il y a les 53% de la population qui est dans le secteur informel et qui maintenant est très touchée par la crise économique qui n'est pas encore arrivée, on peut dire, non, quand même, parce que l'État, il essaye d'être présent. C'est pour cela que je pense que c'est bien ce que Geneviève a dit. Il faut penser plutôt, c'est le monde de la pandémie, parce qu'on n'est pas encore sorti, plutôt que le monde du post-pandémie. Mais de toute façon, pour revenir à la question de l'État, on peut énoncer quand même cette paradoxe. L'avance de l'exception, les contrôles sur la liberté des individus, sur la liberté collective, et de l'autre côté, les rôles de l'État dans les contrôles de la pandémie, qui ouvre cette possibilité quand même de cette connexion avec les communs. Non? Cette connexion avec les communs personnifiée, illustrée par les mouvements sociaux et les luttes. Deuxième question que je veux dire, c'est que quand même, quand on voit les scénarios, c'est vraiment inquiétant parce qu'on est dans un scénario international très touché, traversé par le fascisme et par le populisme des droits. Et donc, je pense que quand même, cette tendance à donner des solutions nationales et pas globales, et cette tendance à la fermeture des frontières, et ces réaffirmations du chemin lié à des imaginaires nationalistes, c'est un terrain de reproduction du fascisme social. Non? Et face à la peur, à l'incertitude qui va mener la récession, on a une tendance de la part des gens à la clôture cognitive, en liant ça avec un État fort et autoritaire, à des leaderships nationalistes ou hypernationalistes et xénophobes, à un capitalisme fermé dans les frontières nationales. Donc, ça, il faut le penser parce que quand même, dans notre société, et l'Amérique latine n'est pas une exception, on les voit pas seulement avec Bolsonaro au Brésil, il y a des forts courants sociaux autoritaires qui essayent d'avoir une expression politique. Je reprends la phrase de l'espagnol Luis González Reyes, d'écologiste en action, qui dit que dans ce scénario, dans ces scènes, il faut penser pas seulement dans ce contraste, dans cette concentration de la richesse qui est synthétisée dans la consigne, les 90% contre les 1% de la population riche, il faut ajouter à cela un 20% ou peut-être plus de la population qui veut soutenir ou qui soutient une sortie fasciste. Donc, il faut ajouter à ces 1% des plus riches un 20% de la population
qui peut adhérer quand même à un imaginaire, à une narrative, à une politique fasciste. Donc, en termes politiques, ça donne une scène d'approfondissement du Léviathan dans toutes ses formes, et pas seulement sanitaire, mais aussi politique, et sans doute et fasciste, tout à fait préoccupant. Troisième question que je veux dire, pour sortir pour parler quand même de cette ouverture. Je pense aussi, comme l'a dit Geneviève et Achis, que la crise ouvre aussi un portal, un processus de libération cognitive, on peut le dire. C'est un concept que je prends de la sociologie des mouvements sociaux, c'est-à-dire ce qui était considéré avant comme impensable et impossible, aujourd'hui devient pensable et possible. Non? Cette réorganisation cognitive qui offre cette possibilité de répondre cette narrative de transformation, cette narrative émancipatoire, et qui ose penser, par exemple, qu'il est possible maintenant un revenu citoyen universel, qui est possible maintenant des taxes et des impôts aux grandes fortunes, qui est possible aussi un jubilé ou une suspension de la dette extérieure. Donc, il faut aller quand même et prendre conscience de cela, de cette ouverture, cette opportunité. Il y a quand même dans pas mal de régions du monde où la pensée radicale et des intellectuels et des politiciens sont en train de penser dans ces formules qui en anglais c'est synthétisé par le Green New Deal, c'est-à-dire pour un programme, un nouveau pacte économique, social, mais aussi écologique, non? Fortement écologique pour sortir de la crise. Donc, ça, il me semble tout à fait important dans les pensées d'une manière globale, mais aussi nationale, et surtout des fois le rapport entre les nord et les sud, comment passer à un nouveau multilatéralisme. Et je vais finir, dernier point parce que quand même, je vois qu'il y a quand même, et ça fait quand même presque 10 minutes que je parle, Geneviève l'a dit, les paradigmes du soin, l'importance de ces grammaires politiques liées aux féministes et surtout l'écoféministes qui, disons, qui montre les besoins de penser l'interdépendance, la réciprocité, la complémentarité comme quelque chose de très central dans nos sociétés, et en étant vu notre vulnérabilité, notre fragilité. Donc, l'importance du soin, de l'aide, du sanitaire même, qui doit être connecté avec les paradigmes du soin, c'est quelque chose qui nous devons penser pas seulement au sens de narrative générale pour relier ou repenser notre rapport avec la nature, mais aussi du point de vue de politique publique. Non? On doit penser quand même un nouveau système public étatal du soin lié à cette narrative et au rôle que les sanitaires et du care, les soins ont maintenant dans notre société. Donc, j'ai fini pour cela parce que quand même, j'ai beaucoup parlé. Il y aura d'autres pandémies et on doit quand même confronter les collapses écosystémiques. Et on est dans une opportunité majeure, mais quand même, il faut penser pas seulement dans les rapports globaux, locaux, mais aussi ces rapports nécessaires entre les luttes et les mouvements sociaux et le rôle de l'État dans des termes sociaux. Merci. No, thank you. No, thank you to you. Of course, it's so interesting to listen to Non, you. merci à toi, Marcella. C'est si intéressant de vous écouter que l'on pourrait continuer ici pendant des heures, mais nous avons commencé un peu en retard et nous
pouvons nous avons seulement donc malheureusement un 15 minutes pour continuer. Alors, je suggère de commencer cette deuxième ronde qui sera évidemment plus courte avec Ashish car il a reçu une question. Une question lui demandant d'expliquer davantage quelque chose sur l'aspect de l'autogouvernance en Inde et également de la lutte contre la répression envers les Dalits et musulmans. Alors, je vais inviter Ashish à répondre à cette question pour commencer. Ensuite, on passera à Geneviève et Marie-Stella. Merci, j'essaierai d'être très bref. Oui, comme j'ai mentionné, il y a une ressortie du racisme, évidemment, il y a encore plus de répression. Il y en avait déjà avant la crise, mais évidemment, beaucoup de répression envers les communautés marginalisées, les Dalits et les musulmans. Il y a une loi de discrimination face aux musulmans qui aide à régulariser les personnes qui viennent de l'extérieur de l'Inde, quiconque, sauf les musulmans. Il y a eu beaucoup de manifestations à travers le pays. En ce moment, nous avons dû arrêter les manifestations à cause de la fermeture. Mais ce qui est arrivé, malheureusement, est que le virus en tant que tel a été appelé le virus musulman ici, de la même façon qu'il a été appelé le virus chinois dans d'autres endroits. Et c'est absolument horrible, en fait, de ces messages faux qui sont même donnés par l'État. Alors, nous essayons d'exprimer une solidarité envers ces communautés marginalisées. En termes d'autogouvernance, il y a plusieurs exemples. Je vais vous en donner un peut-être qui peut nous, ou deux qui nous aident durant cette crise très rapidement. Un, dans le centre de l'Inde, dans une région autochtone, il y a euh, des mouvements d'autogouvernance où les personnes dans les villages disent que la démocratie signifie que dorénavant, nous prenons les décisions. Évidemment, il faut responsabiliser les États, mais les décisions au quotidien sont prises par les assemblées locales, de la même façon que dans différents endroits du monde. Un deuxième exemple est dans le sud de l'Inde, des paysannes Dalits qui luttent depuis plusieurs années et qui sont arrivées à avoir une certaine souveraineté alimentaire. Et ce qu'elles disent est que lorsqu'on parle des besoins de base, comme la santé, l'eau, l'alimentation, l'éducation, etc., nous, en tant que communauté, devons être en contrôle de ces choses. Nous sommes celles qui savent qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Nous devons prendre les décisions et non pas les grandes entreprises ou le gouvernement. Contrôle sur l'eau, la terre, les semences, etc. Je crois que c'est le type de mouvement d'autogestion qui donne une idée de comment gérer ce type de crise de façon qui se penche beaucoup plus sur les communautés et l'aspect humain des choses. Merci. Geneviève, il y a eu 2 ou 3 commentaires ou pas des questions, mais plutôt des commentaires. Une personne mentionnant l'action, le agir local, penser à l'international, l'autre sur une pétition internationale qui pourrait être organisée. Donc, dans cette discussion, dans cette conversation, beaucoup d'entre nous pensent ou réfléchissent à comment est-ce que l'on peut rendre visibles les opportunités, les occasions qui se présentent devant nous pour différentes alternatives sociétales. J'avais coupé mon micro. J'avais coupé mon micro. Oui. Merci beaucoup, Raphaëla. Bon, je vais essayer de répondre. Je crois que nous avons beaucoup dit
agir local, penser global. Bon, je crois que ça reste toujours vrai, mais ce que nous montre aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est que le local, ce sont nos milieux de vie, c'est là où nous vivons, c'est ce que nous pouvons transformer, mais ces milieux de vie, ils sont globaux aussi. Hein, c'est ce que je pourrais appeler la toile de vie. Le virus, il a circulé partout dans le monde en même temps. Donc, nous prenons bien conscience que il faut bien entendu redevenir terrestre, c'est-à-dire habiter véritablement nos propres milieux de vie, en sachant que ces milieux de vie, eh bien, ils ont une dimension qui est absolument globale. Ça, je suis d'accord. Mais je voudrais aussi réagir à quelque chose, parce que je vois qu'il y a des questions sur l'État. Et là, sur le contrôle sanitaire des populations. Je crois qu'il y a une autre forme de fascisme qui est possible, qui est, bien entendu, qu'il y a le racisme, les formes de fascisme traditionnelles que nous connaissons. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense en France, en Europe, c'est le cas. Et c'est aussi le capitalisme numérique, le capitalisme du chaos, appelons-le comme on veut. Le néolibéralisme aussi, c'est ce qu'analysait Michel Foucault, c'est-à-dire cette crise sanitaire, c'est l'occasion véritablement d'un contrôle sanitaire des populations par l'État grâce aux nouvelles technologies. Et ça, je pense qu'il y a un besoin de sécurité de la part des gens très fort, et il nous faut veiller à ce que ce besoin de sécurité ne soit pas instrumentalisé par ce capitalisme numérique, par l'État sécuritaire, et que ce besoin de sécurité nous aide à renforcer nos solidarités. La bonne santé d'une société et des gens, ce sont aussi les solidarités locales, ce sont tous les organismes locaux immédiats de protection des personnes. Et de mon point de vue, c'est vraiment ça, protéger nos milieux de vie qui ont été détruits, reconstruire nos milieux de vie qui ont été détruits, aussi bien sociaux que écologiques. Donc, pour moi, c'est vraiment par là, la reconstruction, parce que c'est ça dont nous avons besoin. Elle est en même temps locale et globale, c'est-à-dire elle passe par là, mais c'est de soustraire aux États la capacité de tracer, de contrôler, de mettre les populations qui aujourd'hui sont fragilisées sous tutelle, au nom d'un État social. Alors Maristella, je suis d'accord avec la question de l'État, on doit se reposer la question de l'État, c'est certain. Aujourd'hui, il y a une demande de collectifs, de services publics, etc., mais pas seulement sur un plan sanitaire ou sur le plan du care, parce que là, ça peut être un contrôle biopolitique des populations, et c'est une version soft de l'autoritarisme. Parce que ça, ce n'est pas seulement du racisme, c'est pour le bien des gens, c'est pour la santé, le contrôle de l'ensemble de la population. On est en train de lancer, nous en tout cas, un mouvement pour refuser le tracking, le traçage des populations qui sont infectées. C'est-à-dire refuser de prendre le smartphone et le téléphone portable, refuser l'application qui permet de faire le traçage des populations. Parce que nous savons que ça, nous perdons la possibilité de contrôler les données, nous donnons nos données personnelles à des pouvoirs économiques et financiers et étatiques extrêmement monstrueux. I've seen in the chat because Merci, j'ai vu sur le chat, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de messages qui entrent et malheureusement, nous arrivons à la fin de notre débat. Mais bon, je peux vous donner certaines informations pour les prochaines étapes également. Maintenant, Marie-Stella, une des réactions a été sur comment ne pas revenir. Je vais synthéser de cette façon. Comment est-ce que c'est possible durant de cette période de ne pas revenir au rôle de l'État
de plutôt revenir à une démocratie de la commune ou, la démocratie du public. Parce qu'évidemment, il y a certains commentaires qui disent: «Bon, il faut faire attention au rôle de l'État après tout cela». On veut évidemment, revenir à une idée, de l du public ou du, commun et non pas d'une démocratie centralisée entre les mains de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez répondre un peu à ces commentaires, Marie-Stella? Oui, merci des commentaires aussi. Et je voulais entrer en dialogue avec Geneviève parce que c'est la question de l'État. Évidemment, ce que tout le monde dit, les contrôles policiers et technologiques qui est lié aux nouvelles technologies, c'est un problème, c'est un grand problème. C'est au sud-ouest asiatique, en Chine, vous l'avez en Europe. Et en Amérique latine, il faut quand même relativiser parce que quand même c'est beaucoup plus un contrôle policier que technologique. Mais il est là, il faut le penser, surtout parce qu'il y a des gens qui pensent quand même que les systèmes autoritaires sont beaucoup plus fiables pour répondre dans des situations de pandémie ou de crise que les systèmes démocratiques. Et donc, et c'est pour cela que j'ai commencé pour dire que l'État a une double face, c'est ambivalent. Et dans cette ambivalence, ce n'est pas seulement les technologiques, mais cette link avec cette clôture cognitive qui cherche les gens, non? Qui cherche les gens, cette sécurité, les certitudes que l'État, dans ce rôle-là, peut donner, justement. En deuxième lieu, je suis d'accord que on a un problème dans les mouvements sociaux et les luttes dans les dernières 20 années qui a quand même refusé de penser l'État. Et dans une vision plutôt zapatiste, par exemple, en Amérique latine, on a refusé de penser l'État et ses conséquences. Et maintenant, il faut les problématiser. Voir effectivement si il y a des voies, des connexions entre les publics et les communs et l'État, la possibilité d'ouverture de ces nouvelles narratives, d'une politique publique plus large où cet imaginaire, disons, transformateur qui soutient beaucoup de mouvements sociaux, on peut s'exprimer, on peut s'illustrer ou non. Dans ce sens-là, et quand je parlais aussi du pacte économique, social et écologique, je ne parlais pas seulement du sanitaire, je parlais aussi de revenu universel, de réforme fiscale, d'une transition socio-écologique qu'il faut penser quand même et mettre au centre de notre discussion. L'agenda énergétique, mais aussi, par exemple, l'agroécologie. L'agroécologie, pour moi, en tant qu'Argentine, latino-américaine, est très importante à penser le rôle qu'elle va avoir au futur, surtout aussi parce que, comme vous le dites, et Geneviève et d'autres, et Achille aussi, quand on pense à l'anthropocène en tant que crise, l'anthropocène est aussi un urbanocène. Et il faut quand même repenser d'une perspective holistique, pas seulement les modes d'extraction, les modes de production, mais les modes de circulation des biens et les rapports avec l'urbain et le rural. Et donc là, on a quand même vraiment un topic central pour penser dans des termes de transition socio-écologique. Je ferme par là parce que quand même, je crois qu'on n'a plus de temps. Merci. It's really a pity to stop this debate. C'est vraiment difficile de devoir, terminer ce débat, mais ne vous en faites pas, nous aurons d'autres opportunités, d'autres occasions, de continuer, ces discussions et d'approfondir touchant différents aspects de ce que vous nous avez présenté. Donc premièrement, je crois que maintenant nous devons terminer, malheureusement. Avant, par contre, de vous quitter, je voudrais commencer
par m'excuser, excuser envers les panélistes et envers l'auditoire et Laura Flanders parce qu'elle devait être notre modératrice pour ce premier panel qui, pour nous, est un peu comme une expérience ici que l'on fait, mais qui est également très important à cause d'une confusion en termes des fuseaux horaires. Nous avons perdu, Laura, malheureusement, et vous, avez dû m'avoir, la remplacer à la dernière minute et de la remplacer est impossible parce qu'elle est, brillante, une journaliste vraiment, exceptionnelle et donc nous avons perdu une grande richesse ici aujourd'hui et j'espère qu'elle pourra être avec nous la prochaine fois. Ensuite, évidemment, je voudrais au nom du groupe d'organisation, j'aimerais remercier Ashish, Geneviève et Marie-Stella pour vraiment, heu, cette conversation et je voudrais terminer simplement en vous rappelant que, ce dialogue international, ce ne sont pas seulement des webinaires. L'idée Ce ne sont pas seulement des webinaires. Nous espérons pouvoir, communiquer également à travers tous les outils qui nous sont disponibles pour créer des occasions et créer un espace pour pouvoir améliorer les relations et la communication entre les différents militants dans leur communauté, dans leur région, dans leur pays, au niveau international. Et d'amener différents genres, générations et cultures ensemble. Alors l'idée est qu'évidemment, nous vous invitons toutes et tous à faire partie de ce processus, les panélistes, mais également toutes les personnes qui écoutent et qui participeront à ces discussions et qui pourront également les visionner sur les médias sociaux. Nous vous invitons à participer au processus en vous inscrivant sur le site web, en partageant également les pages sur les pages Facebook. Ces pages Facebook peuvent être utilisées comme un certain portail pour informer de façon plus large au sujet de vos propres initiatives, actions, campagnes. Dans les premières journées, 16 700 personnes ont visité nos nouvelles pages Facebook. Alors, c'est un bon début. Alors, nous trouverons également très bientôt la façon de créer, même à distance, des espaces non seulement pour des panels, mais également pour des réunions, des discussions, de façon à améliorer le contact direct entre nous. Donc, pour, clore ce premier webinaire du dialogue global, je vais simplement mentionner les 2 prochains rendez-vous. Le premier sera dans une semaine, donc jeudi prochain, le 7 mai à 15 heures, et nous allons parler de l'offensive de la droite et les risques pour la démocratie. Ensuite, il y aura d'autres à la même journée, la même heure, dans les semaines qui suivent, donc à 3 heures PM, heure, d'Europe centrale. En attendant, lundi, le 4 mai, nous aurons une conversation sur la pandémie, migrants et migration dans un webinaire organisé par le groupe de la France du processus. Donc, ceci est le début, ce sont les premiers pas. Encore une fois,
Désolée, nous avons eu un retard au début et on devait avoir un peu plus de temps pour la discussion, la conversation à la fin, mais je crois que c'est un très bon début grâce à vous trois, Marie-Stella, Geneviève et Ashish. Vraiment un excellent début. Alors, merci beaucoup et nous continuons de l'avant ensemble et on s'en sortira. Alors, merci beaucoup à toutes et tous. Thank you. Merci. Bye bye.